Avant même que ne débute le Tour 91, que Greg LeMond ne remette en jeu son titre, tous les spécialistes sont d'accord sur un point, on ne va pas s'ennuyer. Cette galerie de portraits donne des assurances, le Tour est trop indécis pour provoquer une course cadenassée, avec Greg LeMond venu pour défendre son maillot jaune. Avec Claudio Chiappucci, l'éternel attaquant italien. Avec Pedro Delgado, déjà vainqueur du Tour. Avec Erik Breukink, l'énigmatique coureur néerlandais. Avec Gianni Bugno, en champion d'Italie. Avec Miguel Indurain, le dauphin de Pedro Delgado. Avec Charly Mottet, venu, selon lui, seulement pour gagner des étapes. Avec Jean-François Bernard, enfin de retour. Avec Laurent Fignon, déjà 2 fois vainqueur. Avec Thierry Marix aussi. Depuis 4 mois, il se prépare pour cet instant-là. Comme un coureur de 100 mètres doit être prêt le jour J, Thierry Marix a su doser son effort. Il a su supporter la pression, 5 km 400 seulement pour mériter un maillot jaune. 5 km 400 c'est peu, mais on verra dans quelques jours qu'il peut rouler plus longtemps, bien plus longtemps. La communauté urbaine de Lyon, le Grand Lyon comme ils disent, s'est offert le Tour pour 3 jours. Après le prologue de samedi, c'est encore entre le Rhône et la Saône que sont disputées les 2 premières étapes en ligne. En peloton le matin et contre-la-montre par équipe l'après-midi. Le temps de noter que c'est le Suisse Jahermann qui s'offre la première échappée du Tour 91, que c'est le pauvre Gvasvol qui chute le premier, et l'on songe déjà à ce que nous avions vécu au Futuroscope l'an passé. Une échappée de Pinsec, Bauer, Maassen et Chiappucci que les leaders n'avaient pas du tout prise au sérieux. Toute la phase du Tour, pourtant, s'en était trouvée changée. À peine songions-nous à cela que 10 coureurs se retrouvent en tête. Et quel coureur! Breukink est là, Greg LeMond également, Alcala. Il n'y a pas Bugno, pas Indurain, pas Fignon, pas Mottet, pas Chiappucci. En revanche, Sorensen, Cornillet, Breukink donc, Alcala, Kelly, le champion du monde Danens, de Lyon, LeMond et Vermote sont là. Derrière, on s'est fait piéger. Personne ne veut prendre la responsabilité de la chasse. Comme l'an passé, la première étape en ligne est une partie de poker menteur. LeMond a raison, il faut y aller, le coup est à jouer. L'étape va être remportée par le soviétique Abdou-Japarov, retenez bien ce nom-là, au terme du premier sprint du Tour 91. Mais c'est Breukink et LeMond qui marquent les plus beaux points. Le Tour 91 est lancé plus tôt encore que prévu. Plus tôt que prévu également, Greg LeMond a repris son maillot jaune. Le temps de vérifier que Van Poppel sera un candidat sérieux pour les victoires d'étape au sprint et l'on peut songer au contre-la-montre de l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, les stages avant, me dit. Là encore, pas le temps de souffler ni de s'ennuyer. Le Tour s'emballe avec une mésaventure inouïe pour Stephen Roche qui manque le départ de son équipe. Épisode comico-tragique qui vaudra l'élimination de l'ancien vainqueur de l'épreuve, dur. Et là, le Tour s'emballe encore avec la très inattendue équipe Ariostea. Les Italiens dominent tout le monde et remportent le maillot jaune sur une chute
Sorensen se relève, va franchir la ligne et ravir le maillot jaune. Maillot gagné sur une chute et bientôt perdu de la même manière. On le verra. Mais pour l'instant, on souffle un peu. Le contre-la-montre par équipe, c'est l'un des exercices les plus spectaculaires du cyclisme, les plus esthétiques aussi. Alors, regardez et écoutez. C'est comme l'année passée, tout le monde me critique pour pas gagner des étapes, mais moi, je veux gagner Tour de France, après les étapes, après garder le maillot jaune. Pour moi, l'objectif, c'est gagner Tour de France. Pas de regret, Greg, d'autant plus que le Danois Rolf Sorensen fait un bien beau leader. Un leader que l'on retrouve au départ de Villeurbanne. Cette fois-ci, le Tour s'en va pour de bon. Direction le nord, via Dijon, la caravane de 3500 personnes va prendre son rythme itinérant. Il est temps de prendre ses marques. Premier indice, on l'a vu, l'Allemand Ludwig et le Soviétique de Tachkent, Abdou Japarov, sont candidats au maillot vert du meilleur sprinter. Le peloton, comme c'est de tradition depuis plus de 5 ans maintenant, n'aime pas rester groupé. Sami Morels, ici, déclenche les hostilités, bientôt rejoint par l'Espagnol Ruiz Cabestany et le Danois Jesper Skiby. Les trois hommes s'entendent bien. Mais là intervient le second indice. Les Ariostea du maillot jaune, Rolf Sorensen, sont animés d'un superbe esprit d'équipe. Ils défendent leurs biens et ont bien l'intention de ne pas s'en contenter. Tant pis pour Ruiz Cabestany, Morels et Skiby. Mais voici un troisième indice. Bugno a des ambitions. Il a tenté de partir seul à 4 km de l'arrivée. C'était juste un avertissement pour les autres leaders. Pour l'instant, on va s'offrir un sprint, mais paradoxe, c'est un sprinter qui gagne, le Belge De Wilde, mais à la manière d'un poursuiteur, d'un finisseur, à la Yelnaidam si vous préférez, en résistant au peloton dans le dernier kilomètre. C'est superbe. Oh, c'est beau ce qu'a fait Etienne De Wilde. C'est superbe. Oh là là, De Wilde est derrière Van Poppel sans doute. Ce n'est pas tout à fait certain, car Ludwig était bien Mais aussi. si, c'est bien Van Poppel qui fait deuxième, alors qu'on assiste encore et toujours à des chutes trop nombreuses. Danens, Abadi, Amerling en sont les premières victimes. C'est le début d'une trop longue série. Cette victoire dans les 6 jours, c'est l'un des meilleurs coureurs sur piste et il reçoit l'ovation du public de Dijon, Etienne De Wilde. Le temps d'apprécier la beauté du site entre Dijon et Reims, entre la Bourgogne et le Champagne si vous préférez, et le Belge De Klerk va nous ramener à la réalité du Tour en consolidant un peu son maillot à pois ici devant Claverola. Tout ceci n'a qu'une valeur anecdotique, il serait étonnant en effet de retrouver De Klerk dans la haute montagne. Enfin, on verra plus tard. Nouvelle constatation, après le ravitaillement, le peloton va vite, sous une chaleur beaucoup plus estivale que l'an passé, chaleur qui réussit à Chiappucci, Simon, De Klerk, encore lui, et Claverola, qui s'offre un petit bond de sortie sans conséquence.
Les Ariostea de Sorensen veillent et veillent encore. La chaleur va réussir aussi à Laurence Roche, le frère de l'autre, qui adresse un petit salut fraternel à Stéphane. Allez Steve, à l'an prochain. La tentative de Bugno, elle, sera plus sérieuse, mais sans succès non plus. Cette fois, c'est certain, on va s'offrir un sprint, un vrai. Abdou-Japarov le souhaite en tout cas. Il est le plus fort sans doute, mais pas le moins dangereux. Museux, à gauche de l'écran, manche rose, va en faire la cruelle expérience. Il déposera une réclamation sans succès. Avec Rodokin également, Abdou-Japarov qui passe et qui s'en va chercher la victoire d'étape. Abdou-Japarov, Ludwig. 73, 156, 96, 98, 164. La victoire du soviétique sera confirmée par les commissaires, mais on s'inquiète un peu de le voir ainsi sprinter la tête baissée, sans garder sa ligne. De cela aussi, on reparlera un jour prochain. 152, 191. Pour l'instant, Abdou-Japarov conserve son maillot vert et inscrit, après Konitchev l'an passé, un 3e nom soviétique au palmarès des étapes du Tour de France. Entre Reims et Valenciennes, on retrouve le Français Marc Madiot, 2 fois vainqueur de Paris-Roubaix, qui lance l'étape. Il est rejoint par Willems, mais les deux hommes ne parviennent pas à augmenter leur avance. Ils ont besoin de renforts. Renforts trouvés avec Kiefel, Maori, le vainqueur du Tour d'Espagne, et De Klerk, décidément toujours à la pointe du combat avec son maillot à pois. Pas de succès pour cette échappée, pas plus pour Martial Gaillan, qui veut pourtant montrer son maillot. Son équipe est à vendre. Toujours contrôlé par les Ariostea et les Z, le peloton reviendra une fois encore pour offrir à Yen Neidam un parfait terrain d'échappée. Il est l'un des seuls capables de sortir ainsi à plus de 60 km/h pour résister ensuite au retour des sprinters. Fantastique numéro, victoire d'étape du Néerlandais Yen Neidam. Et tout à coup, une image furtive, une chute au milieu du peloton, passée complètement inaperçue lors de l'arrivée. On le reconnaît, c'est lui, Rolf Sorensen, le maillot jaune, clavicule brisée, rêve brisé. Greg LeMond, désormais premier du classement général, refusera de porter le maillot jaune par respect pour le Danois. On est encore troublé par le malaise né de cet abandon de Rolf Sorensen que Thierry Marie nous sort de notre torpeur. Le Normand est parti, seul, à 237 km de l'arrivée. Ce que l'on ne considère alors que comme une mission d'éclaireur ou une plaisanterie va bientôt devenir sérieux, très sérieux. Tandis que le peloton réagit un peu tard, Thierry Marie façonne là l'un des plus grands exploits de l'histoire du Tour de France. Là peut-être, seuls ceux qui ont souffert sur un vélo peuvent-ils apprécier à sa juste mesure l'exploit du Normand protégé ici par ses équipiers. Il va parcourir 237 km seul, à près de 40 km/h de moyenne. À l'arrivée, il avouera dans une grande détresse physique qu'il ne se lancerait pour rien au monde à nouveau dans une telle aventure. Moins de 3 minutes plus tard, Abdou-Japarov en maillot vert commet un gros péché d'orgueil en emmenant le sprint de trop loin. C'est l'immense Allemand Rémi Stumpf
qui va le devancer pour la deuxième place. Mais quelques kilomètres plus tôt, le Tour a connu un nouveau drame. La victime, Martial Gaillan. Martial abandonne. Après 237 km d'échappée, Marie souffre également, mais il souffre en jaune. Entre Le Havre et Argentan, le Tour a de la visite. Michel Platini, aux côtés de Bernard Hinault, deux des grandes stars du sport français des années 80, saluent le départ du peloton qui a retrouvé son maillot jaune. Le peloton qui va traverser l'immense pont de Tancarville. Et là encore, le Tour s'emballe. Une mauvaise chute sur la droite de la route. Pour Fabio Parra, on abandonne ici celui qui devait être l'un des grands animateurs des étapes de montagne. Le Tour verra Honfleur sans lui. Toutes les attaques dans cette étape seront vouées à l'échec, de Moreno-Argentine à Gols, en passant par l'Espagnol Eduardo Chozas. Une fois encore, les coéquipiers des sprinteurs auront raison de tous les baroudeurs. On a vu le travail des PDM avec Sean Kelly et c'est avec une facilité déconcertante que Van Poppel va s'offrir un sprint royal. L'équipe PDM jubile, elle est déjà sur le devant de la scène. Elle le restera les jours prochains. Elle s'en serait bien passée. Là, plus question de tricher, plus question de bluffer, de se cacher. Le chronomètre énonce un verdict d'une implacable objectivité. Exemple Bugno, à 1,31 du vainqueur, ce n'est pas le grand Bugno. Eric Breukink, à 1 minute 14, il a longtemps dominé avant de craquer dans les 10 derniers kilomètres. Jean-François Bernard est de retour. Il faut le prendre au sérieux. Il n'abandonne que 53 secondes. Greg LeMond, il a les atouts pour gagner le Tour. Il reprend le maillot jaune dans l'épreuve chronométrée en n'abandonnant que 8 secondes au vainqueur. 8 secondes, tiens. Pas à 8 secondes de Laurent Fignon, à 8 secondes de Miguel Indurain. Le client, facile, trop peut-être. On hésite encore, ce jour-là, à en faire le favori numéro 1. Il nous a trop déçus l'an passé, mais il est tellement beau, tellement facile. Contre la montre,
Era un poco larga para mí, ¿no? Era un poco larga y tenía miedo, sobre todo los últimos kilómetros, pero he salido con mucha moral y a intentar ganar la etapa. Ahora está muy en confianza antes de la montaña. No, todo el Tour, ¿no? Está bien mentalizado para afrontar el Tour y ahora mejor con esta victoria de etapa. Vous l'avez bien compris, il compte bien le gagner ce tour, mais pour l'instant, c'est Greg LeMond qui est en jaune. Après le contre-la-montre individuel et avant la première explication montagnarde, le Tour s'offre une escapade indispensable, une visite en Bretagne. À Rennes ce soir, à Quimper demain, puis à Saint-Herblain, un petit séjour dans le berceau du cyclisme, là où les critériums regroupent des dizaines de milliers de spectateurs, là où tout le monde aime et connaît le vélo. On va y vivre 3 jours de course sans relâche, avec des échappées qui succèdent aux échappées. Le Tour est passionnant, cruel avec ses chutes, mais passionnant, il est temps de se faire remarquer. Abadi justement va en profiter avec Konichev tout à l'heure. Abadi et Konichev qui ont donc provoqué l'échappée belle. 8 coureurs vont les rejoindre, Lely, Bourguignon, Jalabert, Breunel, Ribeiro, le Brésilien, Van Hooijdonk, Calcaterra et Bontempi. On a vite remarqué dans le groupe que les Toshiba sont 3. Jalabert est l'un des meilleurs sprinters, la victoire ne devrait pas lui échapper. Et pourtant, la malice d'un merveilleux coureur brésilien aura raison de tout le monde. Cette victoire brésilienne dans le Tour de France. Ribeiro tout seul, on tente de revenir derrière. Jalabert est bien protégé. Ribeiro, Jalabert revient sur lui. Mais c'est Ribeiro qui va gagner. Jalabert aura-t-il le temps de revenir? Oui, Jalabert peut encore revenir. Jalabert à l'extérieur, il est battu. Konichev, non, c'est Ribeiro premier. Premier Ribeiro, deuxième Jalabert. Jalabert manque l'occasion de remporter cette étape. Comme au championnat de France, Jalabert battu. Le Brésil sera fêté comme il se doit à cet événement-là. Mauro Ribeiro est ce jour-là le Brésilien le plus heureux de la Terre. Le Tour a acquis une dimension plus mondiale encore et la Bretagne lui réserve l'accueil qu'il mérite. En Bretagne, c'est pourtant un Lyonnais, Thierry Laurent, qui attaque le premier entre Rennes et Quimper. Le Tour a, semble-t-il, retrouvé un peu de calme, un peu de sérénité, et l'on se dit qu'après tout, cette étape-là pourrait bien être un peu plus tranquille que les autres. On ne devrait pas être bousculé par l'actualité aujourd'hui. Tiens, on va même souffler un peu. Mais les journalistes qui pensaient s'offrir une tranquillité bien légitime vont vite déchanter. Il est des événements qui troublent tout à coup les moments les plus sereins. Et celui-ci en est un. 5 membres d'une même équipe quittent le Tour le même jour, victimes d'une mystérieuse fièvre sans le moindre trouble digestif. Cela vous secoue un tour. On va en parler, en reparler encore, de l'épidémie des PDM, de la PDMite aiguë, comme on l'appelle déjà. Brian Holm a beau s'échapper et provoquer une cassure, avec Dernis, Anderson et Emmons, les esprits sont déjà ailleurs. On oubliera pourtant un instant les PDM pour apprécier le final. La veille, le succès avait été brésilien, cette fois-ci il est australien. Belle renaissance de l'ancien maillot jaune du Tour et nouvelle preuve de la mondialisation du cyclisme. Abdou Japarov s'est offert le sprint du peloton, Phil Anderson
l'un des plus beaux bouquets, mais les esprits sont bel et bien ailleurs. Que se passe-t-il donc chez PDM? On tentera de trouver un premier élément de réponse le lendemain matin à Quimper, à l'hôtel des PDM. Le petit déjeuner de l'équipe néerlandaise devient le dernier salon où l'on cause. Alcala, le Mexicain, ne paraît pas trop mal en point. On tente de tirer des conclusions. Breukink est un peu fiévreux. On tente de tirer des conclusions. Kelly est grognon. On tente d'en tirer des conclusions. Seul élément nouveau, toute l'équipe plie bagage, direction les Pays-Bas. On parle d'intoxication alimentaire puis de bactéries. On ne saura jamais. Le peloton part donc sans les PDM et la qualité du tour et des étapes à venir les feront vite oublier. Tant mieux, l'affaire manquait tout de même un peu de transparence. Comme d'habitude, les attaques vont se succéder. Après le malaise PDM, place au vélo, on préfère, car le vélo, c'est beau. Le vélo prend même une nouvelle dimension quand un homme réalise un exploit authentique. Étienne de Wilde et Jelle Neidam nous avaient déjà fortement impressionnés, mais après que Jerman ait été repris par le peloton, dans le final, Charlie Mottet va nous offrir un numéro de haute volée. Là, le peloton roule à plus de 60 km/h, il démarre, énorme développement de 54-12, Charlie va accélérer encore et piéger tous les finisseurs. Il remporte le deuxième succès de sa formation après Ribeiro. La première partie du tour s'achève en beauté. Avec De Klerk, toujours en maillot à pois de meilleur grimpeur, pas pour longtemps, avec Abdou Japarov, lui, son maillot vert tient bien mieux sur ses épaules. Et puis Greg LeMond, comme l'an passé à Paris, vêtu du maillot jaune de leader. Demain, on prendra l'avion pour les Pyrénées, mais pour l'heure, on découvre les vicissitudes de la vie d'un vainqueur d'étape, car c'est après l'arrivée que la course débute véritablement. Qui a gagné? Tu as gagné? Tu as gagné, les gars? Non. Aujourd'hui, ouais, ça allait impeccable.
Pour digérer tout cela, il faut bien une journée de repos, journée consacrée au transfert aérien vers Pau et les Pyrénées. Jean-Marie Leblanc et Jean-Pierre Carenzo veillent à la parfaite organisation du transfert. Tout se passe fort bien. Dans l'avion, tous les coureurs sont là, tous sauf un, le Suisse Urs Zimmermann, qui a préféré la voiture et c'est interdit. Mis hors course par les organisateurs, le très discret Urs Zimmermann va se trouver placé au centre d'une polémique et d'un affrontement entre le peloton et la direction du Tour. Le drapeau a beau s'abaisser, personne ne bougera. La belle solidarité du peloton pour Urs Zimmermann et un désir évident de dialogue du côté de la direction du Tour vont limiter les conséquences de cet incident à une demi-heure de retard au départ de Pau. Zimmermann est reparti avec eux, on en restera là, il est temps de s'intéresser à la montagne. Dans la montagne, on retrouve bien sûr Thierry Claverola, meilleur grimpeur du Tour l'an passé. Il va chercher là quelques points pour le maillot à pois. Derrière, les leaders se préparent pour la grande bataille. Ils envoient des éclaireurs. Dominique Arnaud, ici, part pour Indurain. Gilbert Duclos-Lassalle, lui, ouvre la voie pour Greg LeMond, qu'il pense encore en grande forme ce jour-là. Mais tandis que les grands se marquent en tête du peloton, Luc Leblanc, le français, Pascal Richard, l'helvétique, Amstel l'américain et Nevens se placent aux avant-postes. Ils franchissent le col du Soudet dans cet ordre. Dans la descente, Charly Mottet va les rejoindre. Charly Mottet trop distancé dans le contre-la-montre d'Alençon pour faire peur aux grands du peloton. Il a un bond de sortie. En tête du peloton, ce sont les aides avec Gilbert Duclos-Lassalle qui assurent un tempo pour limiter les dégâts. Mais devant, Mottet, Leblanc, Amstel, Richard, Nevens vont plus vite encore. Le paysage a changé, le Tour prend ses quartiers de montagne. Un coup d'œil à l'arrière pour s'apercevoir de l'état de fraîcheur bien moyen de Greg LeMond aujourd'hui. Mottet, lui, poursuit son festival. Repris dans l'ascension du col du Somport, il repartira tout à l'heure avec Luc Leblanc. Déjà étonnant dans le contre-la-montre, Luc Leblanc surprend à nouveau par sa facilité. Il part encore ici. Il est le seul à pouvoir ouvrir la voie à Charly Mottet. Charly Mottet qui revient avec le Suisse Richard dans sa roue. À l'arrivée de l'étape espagnole, Richard est battu par Charly Mottet. Il compte plus de 2 minutes d'avance sur Fondriest l'Italien et Amstel l'Américain et plus de 6 minutes sur le premier peloton. C'est assez pour Mottet pour signer son 2e succès d'étape consécutif. Assez aussi pour Luc Leblanc pour s'assurer le maillot jaune. Du côté de Limoges, c'est l'explosion de joie. Celle de Luc Leblanc fait plaisir à voir. On remarquera encore l'arrivée de Miguel Indurain, 8 secondes, tiens, avant Laurent Fignon et Greg LeMond. Le Belge Declercq, qu'on s'y attendait, a cédé son maillot à pois à Pascal Richard. La première bataille des Pyrénées a offert quelques précieux indices.
sur ce qui pourrait bien arriver le lendemain entre Raqqa et Val-Louron. La plus belle étape de montagne, c'est celle-ci, Raqqa-Val-Louron. Antenne 2 et FR3 l'ont choisi pour une journée continue. Les téléspectateurs français pourront vivre plus de 5 heures en direct sans jamais s'ennuyer. Dans le Pourtalais, les favoris n'ont pas encore déclenché les hostilités, mais De Clercq, encore lui, se rappelle au bon souvenir de Pascal Richard en s'offrant quelques points au classement de la montagne. Ce Belge a décidément un sacré tempérament. Mais le Pourtalais n'était qu'une mise en jambe. Derrière, on va attaquer l'Aubisque, l'un des classiques du Tour de France. Esnault, Madio et Winterberg y voient une occasion de limiter les dégâts, mais personne ne leur accorde la moindre chance d'aller au bout. Ils sont repris avant le sommet par un peloton emmené par Bugno. Tiens, l'Italien veut durcir la course. Il passe au sommet en 3e position derrière Winterberg et Chiappucci. Le blanc, superbe maillot jaune, est encore là. À 14 secondes, suivait Lemonde. Dans la descente, Pinsec et Chozas vont se dégager. Ils compteront jusqu'à 3 minutes d'avance au pied du Tourmalet, là où intervient un regroupement quasi général. La grande offensive, c'est certain, se prépare. Pour l'instant, l'élimination se fait par l'arrière. La chaleur ajoute à la difficulté du parcours. Au sommet du Tourmalet, c'est Claudio Chiappucci, l'Italien, qui va passer en tête. Chiappucci, très à l'aise ici, devant Miguel Indurain, Charly Mottet, Amsten, Bugno et le maillot jaune, toujours là, Luc Leblanc. Greg LeMond, qui a pourtant attaqué au pied du col, est déjà en difficulté. Il passe à 17 secondes. À 1 minute 05 seront pointés Fignon et Chozas. Delgado est à 3 minutes 20. Après le ravitaillement, Indurain profite de cette situation pour attaquer. C'est le bon jour pour le bon coup. Une petite mise au point avec Etchevarri, son directeur sportif, et l'on choisit de laisser revenir Chiappucci. On ne sera pas trop de deux pour rouler. Luc Leblanc à l'arrière souffre de plus en plus. Il paie ses efforts de la veille. Tandis qu'Indurain et Chiappucci poursuivent leur envolée, le véritable perdant du jour, c'est Greg LeMond. Greg LeMond à la dérive, loin derrière Indurain, Chiappucci et Luc Leblanc. LeMond qui chute même et qui perd ici le Tour de France. Chiappucci et Indurain sont devenus des alliés de circonstance. Ils ont tous deux de bonnes raisons d'unir leurs efforts. Chiappucci pour une victoire d'étape, Miguel Indurain pour le maillot jaune. À l'arrivée à Val-Louron, Miguel Indurain s'efface très logiquement devant l'Italien. Claudio Chiappucci va remporter l'étape. Miguel Indurain prendre le maillot. Il est temps de faire les comptes.
Gianni Bugno a perdu 1 minute 29, mais s'offre la 3e place du général. Fignon, auteur d'un final somptueux, est à 2,50, 4e du classement général. Charlie Mottet à 3 minutes 53, 2e du classement général, à 3 minutes. Andy Hamstin, 6e de l'étape, mais comme d'habitude, il passe inaperçu. Chozas, 7e. À la 8e place, Boyer, fidèle serviteur de Le Monde, qui perd 7 minutes et 18 secondes. Jean-François Bernard est 10e, entre dans les 10 premiers du général. Et Claudio Capucci endosse bien sûr le maillot de meilleur grimpeur. La journée a tenu toutes ses promesses. Miguel Indurain enflamme le public espagnol. Il est le prétendant numéro 1 à la succession de Greg LeMond. Le lendemain d'une étape aussi dense, on songe avant tout à reprendre ses esprits. Les coureurs, saoulés de chaleur, ont besoin de souffler un peu. Les suiveurs, eux, tentent de faire le point. Alors, on s'offre un peu de répit, bien légitime. Entre Saint-Gaudens et Castres, la course sera un peu débridée. Vermote, Konichev, Jaherman, Van Hooijdonk et Cassani croiront un instant avoir fait le plus difficile, mais même si Miguel Indurain se désintéresse d'eux, ils seront repris par un groupe d'une quinzaine de coureurs. Le regroupement sera profitable à Cenk Gyalta, l'Italien de l'équipe Ariostea, qui va signer son premier véritable succès chez les professionnels et redonner du baume au cœur à l'équipe de Rolf Sorensen, un peu traumatisé, c'est vrai, depuis l'abandon de son maillot jaune. Derrière Cenk Gyalta qui l'emporte ici, Jean-Claude Collotti, le Français, s'offre un peu de regret supplémentaire en augmentant sa collection de 2e place. Laurent Jalabert, présent dans le groupe des 20, n'est pas plus heureux, tout près de chez lui, à Castres. Jalabert battu ici au sprint par Abdou Japarov. Ce qui a le plus changé depuis quelques années sur le Tour de France, ce sont sans doute les à côté. Toutes les opérations de relations publiques montées autour de l'épreuve. Le village départ, par exemple, a grossi avec les ans. Il est aujourd'hui un superbe lieu de rencontre. C'est ici qu'on fait le point chaque matin, avant le départ. Les journalistes y rencontrent les coureurs, les sponsors, leurs clients.
Ce jour-là, dimanche 21 juillet, entre Albi et Alès, la fatigue des Pyrénées n'est pas totalement estompée et les Alpes sont là, toutes proches. Alors, on prend le temps d'admirer le paysage jusqu'au kilomètre 161. Le kilomètre 161, c'est ici, au Vigan. Là, l'allure s'accélère brutalement dans la côte de Sumène. Moreno, Argentine, l'ancien champion du monde, attaque. Il passe au sommet avec 14 secondes d'avance sur un peloton retardé par une chute. Le Belge Van der Arden, Lieti, Gols et Bernard tenteront de partir en contre, mais ils seront repris un peu plus loin. Argentine, dans son style très souple, très coulé, peut filer seul. Il franchit la ligne d'arrivée à Alès après 70 km d'échappée avec 1 minute 07 d'avance sur Wegmüller et Ribeiro, encore Ribeiro. Il fait trop chaud pour pédaler. Alès Gap, c'est le dernier épisode avant les Alpes, avant que les leaders ne s'expliquent une dernière fois. Mais attention aux idées reçues. Une étape entre Pyrénées et Alpes n'est pas systématiquement une étape de plaine. Le terrain, au contraire, semble dessiné pour des attaquants. Et cela, Chiappucci, Fignon, Bugno l'ont bien compris. Avec Tenis, Roux, Brunel et Claverola, entre autres, ils se dégagent au sommet de la côte de Saint-André, histoire de mettre un peu de pression sur l'équipe de Miguel Indurain. Mais l'Espagnol n'a rien à craindre de ce côté-là. La preuve, vous l'avez vu, la présence de Pedro Delgado pour mener la chasse. Fignon et les autres seront repris, mais on a vu là que tous n'avaient pas capitulé. Indurain devrait se défendre encore dans les Alpes. Pour terminer cette étape en beauté, il ne manquait plus qu'une offensive de Greg LeMond. La voici, à 10 km de l'arrivée. Il rappelle qu'il avait de la classe et du panache. Vite relayé par Marco Lieti, l'Italien, il s'offre une petite trentaine de secondes de bonus au classement général et va abandonner, très logiquement, la victoire d'étape au brave Lieti. Greg démontre ainsi qu'il n'a pas perdu toute ambition au classement général, mais quelque chose nous dit qu'il aurait dû peut-être se contenter du succès d'étape. Ce matin en signant, c'est une anecdote, aujourd'hui je gagne à Gap, hein, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai, il nous a dit ça en signant la feuille de départ ce matin, alors je ne sais pas s'il va gagner demain. Au menu du 23 juillet, Gap Alpe d'Huez. L'exercice ne manque pas d'intérêt, 125 km seulement, avec pour mise en jambe l'ascension du col Bayard, avant d'attaquer le col d'Ornon, puis les 21 virages les plus célèbres du Tour de France.
Pour briller dès le début, comme Pello Ruiz Cabestany, un long échauffement a été nécessaire. Échauffement fatal à Marco Lietti, le vainqueur de la veille, victime d'une fracture du fémur en percutant une voiture pour éviter un enfant. Pello Ruiz Cabestany, l'Espagnol, a donc attaqué dès le départ, encouragé par son célèbre compatriote Steve Ballesteros, le joueur de golf. Il attend du renfort. Celui qui pourra sortir de ce peloton sera le bienvenu. C'est le Français Thierry Bourguignon qui y parviendra le premier. Étonnante histoire que celle de Bourguignon, victime d'un très grave accident sur son vélo, on le dit perdu pour le cyclisme après plusieurs jours de coma. 3 ans plus tard, il est en tête de l'étape de l'Alpe d'Huez. Avec Pello Ruiz Cabestany qui s'échappe ici, il compte une avance d'1 minute 35 au pied de l'Alpe sur un groupe de 4 intercalés, Claverola, Pinsec, Vichot et Roux. L'explication entre leaders peut commencer, une des dernières occasions pour tenter de prendre Indurain en défaut. Bernard est là pour défendre Indurain, Bugno est le seul à pouvoir attaquer. Jenny Bugno, à gauche de l'écran, a attaqué une première fois, mais Jean-François Bernard mène le train, Indurain dans sa roue. Comment attaquer Indurain dans une ascension aussi rondement menée par Jean-François Bernard? Bugno tente une deuxième fois, Chiappucci dans la roue d'Indurain, impossible de décramponner l'Espagnol. Fignon tente de revenir de l'arrière, l'étape est trop courte pour lui, dit-il. Leblanc a été retardé par une chute, mais Jean-François Bernard revient toujours pour aider Indurain. Trois hommes à l'avant, Indurain et Bugno, Luc Leblanc dans leur roue. À l'arrivée, même scénario que l'an passé, victoire de Bugno. Deuxième Indurain, troisième Leblanc. Ah, sans la chute de Leblanc, peut-être le Français aurait-il pu gagner. Mercredi 24 juillet, à 4 jours de l'arrivée à Paris, la grande étape alpestre et la première journée de mauvais temps s'annonce sur le Tour. Sur le papier, tout du moins, Indurain est le plus fort. Donc il a 3 minutes plus la marche théorique du contre-la-montre. Donc ça fait quand même beaucoup. Vu les images à la télévision, on a l'impression qu'il est facile. Je pense que s'il arrive au pied de Jouplane avec les premiers, il sait qu'en haut, il a gagné le Tour. Le froid et la pluie, pas de quoi décourager l'infatigable Declercq. Flanqué de Wegmüller et de Dominique Arnaud, l'envoyé spécial d'Indurain, il s'assure 1 minute 10 d'avance au pied des Arabis. Là, c'est Claverola qui prend le relais avec Conti, Vichot, Camargo, Martinez-Torres et Espinosa. Derrière l'échappée menée par Thierry Claverola, on retrouve Greg LeMond, tête des mauvais jours pour l'Américain. Vichot, toujours à l'avant avec le groupe Claverola, mais le froid qui succède à une longue et pénible période de chaleur
va faire de gros dégâts. Dans le col de la Colombière, le peloton est emmené par les hommes d'Indurain, qui sont passés à 2 minutes 20 de Claverola, Vichot, Camargo, Conti. Lemond est pointé à 5 minutes 35. Il vit là l'une des journées les plus dures de sa carrière. C'est vrai que la pluie n'arrange rien, elle rend très dangereuse la descente de la Colombière. Il reste à gravir Jouplane. Et là, on retrouve le très surprenant Thierry Bourguignon. Gianni Bugno, Indurain ne se quitte plus. Chiappucci n'est pas loin non plus. Mais la grande bagarre entre les leaders n'aura pas lieu. La grande bagarre, elle aura lieu entre eux. Deux Français, Thierry Bourguignon, Thierry Claverola. Même si les deux hommes sont très amis, on ne se fait pas de cadeaux. Claverola l'emporte au sprint et assure le 4e succès de l'équipe RMO. Bourguignon, lui, assure sans doute la suite de sa carrière en réussissant ces 2 étapes alpestres. Chiappucci n'a pas pu attaquer Indurain, mais a assuré son maillot à pois. Au soir du 24 juillet, on a compris que, sauf accident, Indurain va remporter le Tour de France. Teniendo suerte, no teniendo caídas o pinchazos o no sé, cosas de esas, teniendo un poco de suerte yo creo que la cosa está bastante bien. Une certitude, ce n'est pas l'étape Morzine-Aix-les-Bains qui peut changer quelque chose. Indurain et son équipe sont bien trop dominateurs. Avec 3 minutes et 9 secondes d'avance sur Bugno, plus de 5 minutes sur Chiappucci et Motet, le beau Miguel n'a plus rien à craindre. Ce n'est pas l'ascension du Revard, programmée aujourd'hui, qui peut l'inquiéter. Et même si Miguel était un peu inquiet, Jean-François Bernard, Delgado et les autres sont là pour veiller au grain. Dans la descente du Revard, un soviétique, Konitchev, un Suisse, Pascal Richard. Et de nouveaux malheurs pour l'équipe Ariostea, sans conséquence cette fois-ci. À l'arrivée, Konitchev, plus rapide que le Suisse Pascal Richard. Pascal Richard, encore 2e. Et nouveau succès soviétique sur le Tour de France.
Entre Aix-les-Bains et Mâcon, peut-être songe-t-on déjà au contre-la-montre individuel du lendemain entre Lugny et Mâcon. Que peut-il arriver? Motet peut aller inquiéter Chiappucci pour la 3e place. Leblanc doit repousser Fignon pour la 5e. Seul espoir pour Greg LeMond, la 7e place qu'il peut voler à Amsten. Les chutes continuent sans gravité pour Renan Pinsec notamment. Sur la route de Mâcon, ceux qui ont manqué les bons wagons pour se faire remarquer peuvent jouer leur dernière carte. Brian Holm par exemple. Mais les Carrera veillent pour préparer un sprint à Abdou Japarov. À 15 km de l'arrivée, les échappées sont reprises. On pense à une arrivée au sprint, mais à nouveau, un soviétique, Ekimov celui-ci, l'ancien champion du monde de poursuite, piège tout le monde. Après Konitchev, Ekimov assure à nouveau l'hégémonie soviétique sur le Tour 91. Et puisqu'on parle de soviétique, Abdou Japarov s'offre la 2e place et consolide bien sûr son maillot vert. Ekimov, Abdou Japarov, le Tour prend l'accent soviétique. Entre Abdou Japarov et Olaf. Il est temps de distribuer les accessites. 6e place du contre-la-montre de Mâcon-Lugny, Jean-François Bernard. Ekimov, vainqueur la veille, 5e face au chronomètre. Claudio Chiappucci, de mieux en mieux contre la montre, 4e de l'épreuve, 3e du général, il repousse Charlie Motet, il garde bien sûr son maillot à pois. Bien Greg LeMond, 3e de l'étape, bien mieux que son compatriote Andrew Amsteen, il lui vole la 7e place du général. Superbe temps pour Gianni Bugno, le champion d'Italie. Gianni Bugno, 2e du contre-la-montre, 2e du Tour de France 91. Pour battre Gianni Bugno, il fallait un grand. Pour le battre dans le contre-la-montre, Miguel Indurain. Pour le battre dans le Tour 91, Miguel Indurain. La dernière journée, si elle ne fut pas si pathétique qu'en 89, année de la fameuse épopée, Fignon-LeMond, vainqueur pour 8 petites secondes, restera l'un des temps forts de l'édition 91. L'arrivée de l'Américain, premier à Paris, restera l'une des plus belles images de cette édition. Mais on n'était pas au bout de nos surprises.
On était prêt à vivre tranquillement le sacre de Miguel Indurain quand tout à coup... Ça va être difficile pour lui. Il est parti le premier. Chute terrible. Chute extraordinaire et terrible. Konitchev. Victoire de Konitchev. Mais chute très très dure. Abdou Japarov qui est tombé. La victoire de Konitchev, 3 victoires soviétiques en ligne successives, passera presque inaperçue et c'est à peine remis de nos émotions que l'on fera le point sur l'identité des lauréats d'un tour riche en exploits et surtout peut-être en émotions.